Salut à tous, j'ai le grand plaisir de recevoir un sacré personnage ce soir dans Babel Café. Elle est comédienne, elle est chanteuse d'opéra, elle est historienne de la littérature et du théâtre. Elle sera sur la scène du Centre culturel d'Austinet le 29 janvier prochain dans La Calas. Il était une voix, c'est Anna Renoupré. Salut Anna. Salut. Tu vas bien? Très bien. Quand tu avais 3 ans et qu'on te posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu répondais quoi? Je répondais sans hésitation Maria Callas. Ça tombe bien, finalement. C'est pas mal vu, oui, rétrospectivement. Et donc, depuis que tu es toute petite, tu imites ton idole. Oui. Mhm. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un pur hasard ou si c'est cette incroyable force de mimétisme de la nature. Tu as fini par lui ressembler physiquement. Un peu, mais je pense que c'est... non, c'est la nature. Mais effectivement, quand j'ai... ma mère écoutait beaucoup de musique. Elle avait des goûts assez éclectiques. Dans les disques, il y avait beaucoup de Wagner, beaucoup de Johann Strauss, choc déjà, et puis beaucoup de disques de Callas. Et il y avait un disque de La Norma. Et je voyais cette femme si belle dans sa toge. Et je voulais être cette image. Et donc, je faisais des pestacles dans le grand salon de chez mes parents. Et je massacrais Casta Diva pour le grand malheur des oreilles des membres de ma famille. Et en fait, c'est vrai que tout mon parcours d'artiste a été, on va dire, téléguidé un peu par des rêves d'enfant. Alors, tu lui ressembles physiquement, tu lui ressembles vocalement aussi. C'est un peu un cadeau empoisonné, non? C'est un cadeau empoisonné. On ne va pas aller jusqu'à dire que je ressemble vocalement. On te l'a déjà dit quand même, hein, dans certains opéras. On me l'a déjà dit. Il y a une partie du visage qui est proche, et donc il y a quelques notes. Mais c'est pas plus que ça, c'est quelques notes, parce que Callas, personne ne peut dire qu'il a la voix de Callas. D'abord, ce serait faux et très, très présomptueux. Ou parfois, on approchait un peu la couleur sur certaines notes, quoi. Voilà, moi c'est vraiment, il y a 3 notes où la couleur. Il y a un peu de Méphisto. Callas, c'était un Méphisto pazzesco sur toute la tessiture. Et c'était quelqu'un qui a chanté le répertoire de 3 personnes. Bon, maintenant, on a une époque où tout le monde chante n'importe quoi, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, tu voulais vraiment incarner ce rôle de la Callas au théâtre. Mais quelque part, la chose s'est concrétisée en 2017, qui n'est pas une année anodine, hein, puisqu'on fêtait le 40e anniversaire du décès de la Callas. Et ce rêve a pu prendre forme, et grâce surtout à 2 personnes, c'est Jean-François Villot et c'est Patrick Bruel. Hein. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On a commandé cette pièce à Jean-François Villot. Donc, on est allé chercher sous le conseil de Jacques de Decker et de Cécile Van Snick de l'atelier Théâtre Jean Villard. La toute base de l'histoire, c'est mon désir de retourner au théâtre. Je suis en voiture avec Alain Duhaut. Je le conduis à l'Opéra de Liège pour dédicacer son livre Dans la peau de Maria Callas, aux éditions du Passeur, dirigé par Francis Huster. Et je lui dis, je n'en peux plus, je veux retourner au théâtre. Il me dit, mais vous devez... J'avais une proposition très belle pour un très très beau rôle. Et Alain m'a invité à plutôt passer par la case Callas pour répondre à un rêve et avoir une sorte d'alibi on me connaissait, même si j'étais diplômée du théâtre, on me connaissait en tant que chanteuse d'opéra. Et ce rôle alliait en fait les 2 rencontres, le théâtre et l'art lyrique. Et donc j'ai parlé tout de suite à Patrick Bruel, qui est un compagnon de très 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 longue date. Et il m'a dit, mais on va aller voir Cécile. Et puis on est allé voir Jean-François, voilà. Et la pièce est née. Justement, on va l'écouter un petit peu, Patrick. Il nous parle justement dans ce petit teaser du spectacle. C'est un rendez-vous après la mort de Callas entre elle et un journaliste. Buonasera. On essaie d'aller vers la personne de Maria et peut-être même de lui proposer, par la magie du théâtre, une forme de réconciliation entre Maria et la Callas, une sorte de retrouvaille. Voilà, vous pourrez terminer là-dessus, fin de l'émission. L'histoire n'est pas finie. Si. Non. C'est une tragédie, un 5e acte. Je ne crois pas.
Alors pourquoi êtes-vous venu? Vous n'êtes pas seulement venu pour m'aider, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Quelque chose peut-être de trop lourd à raconter? On est à une époque où les paparazzi seulement se développent, où les moyens médiatiques deviennent écrasants et qui prêtent donc foi et qui donnent solidité à la créature, la Calas. Je pensais souvent à la mort. Elle ne me faisait pas peur, la mort. De quoi aurais-je eu peur? De quitter quoi? L'art. L'art, ce sont les autres qui le voient. Moi, je n'ai jamais vu qu'un immense travail. Alors non, je n'avais pas peur! C'est une commémoration puisque ça fait 40 ans qu'elle nous a quittés, un peu énigmatique, on va dire. Voilà. Voilà, on fait un petit peu le pitch de la pièce. Nous sommes donc le 16 septembre 1977, jour du décès de la Calas. Voilà. Et un jeune journaliste de Radio France doit réaliser une émission sur la Calas. Et oui, et pas de bol, ça tombe sur François Grenier, qui s'occupe de jazz. Le pauvre garçon n'y connaît rien à la Calas. Et il a des petits problèmes dans sa vie personnelle. Et cette rencontre va être finalement très, très bénéfique pour les deux. Donc en gros, il se plonge dans la documentation et alors, magie du théâtre ou hallucination, il finit par se retrouver dans l'appartement de la Calas et elle est là. Ah non, non, non. Non, c'est pas dans son appartement. C'est elle qui vient à lui. C'est elle qui vient à lui. Donc il reçoit un appel de son directeur et voilà, il doit faire le sujet, c'est lui qui doit faire le sujet. Et il reçoit une palette qui tombe en principe du ciel. Ça dépend des lieux où on joue la pièce, si c'est possible au niveau des infrastructures que nous proposent les théâtres. Et il reçoit un Revox, il reçoit des documents, des bandes, des disques. Et il ne sait pas quoi faire de tout cela. Et il a le temps de dire « et merde !» et Calas débarque. Alors, on laisse au spectateur le choix. Nous, on a notre dramaturgie secrète, comme on dit avec Pat. On laisse le choix au spectateur de décider si Calas apparaît vraiment ou si c'est son imaginaire qui l'a fait vivre. Et donc ce spectacle, plus qu'une biographie, c'est une rencontre en fait entre deux personnes. Absolument. Absolument. C'est ce qu'on a cherché à faire. C'est un peu un terrain de jeu entre les vivants et les morts. Et un terrain de jeu de réconciliation de soi à soi, pour lui et pour elle. Allez, on va regarder un petit extrait, enfin plusieurs petits extraits, puisque c'est une sorte de medley, sur les débuts un petit peu difficiles de la Calas. Le décor du premier acte, c'est New York. New York. Marie, regarde. Regarde. Le pont de Brooklyn. Oui. Mes parents avaient quitté la Grèce quelques années plus tôt. Où elle est de ça? On va à New York. Après tout, je suis... chimiste, non? Et il y a de l'argent aux États-Unis, eh bien, je vais ouvrir un drugstore et nous serons riches! Mon père, il était un excellent chimiste. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Il a mis 4 ans pour apprendre la langue et 2 pour monter son affaire. Je sortais plus, j'étais boulotte, myope. Les enfants de quartier, ils me faisaient pas de cadeaux. Sur les trottoirs, ils me lançaient des couplets affectueux. Caloyeropoulos, t'es bigleuse et t'es grosse! J'écoutais du jazz à la radio. You do something to me. Ça, je connais! Something that simply mystify me. Il se passait quelque chose. Comme une communion. Tout le monde me regardait la bouche ouverte. Il y avait toute l'Europe dans leurs larmes. Ma mère s'est mise alors à penser que chanter pourrait rapporter beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle m'a de suite inscrite à des concours. Maria, il faut que tu suives des cours. Si tu avais suivi des cours, tu aurais gagné. Mais seulement les cours aux États-Unis, c'était hors de prix. Si bien qu'elle avait trouvé le prétexte définitif. C'était au nom de ma voix que nous devions quitter l'Amérique. Tu m'abandonnes. Non. Non, je ne t'abandonne pas. Tu es toujours ma petite fille. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Merci, merci, parfait. Écoutez, apprenez les bases du chant et puis revenez nous voir.
Voilà, sur scène donc avec Alain Eloi, qui finalement, avec très très peu d'effets, passe d'un personnage à l'autre. Hein. Ah oui, il est formidable, Alain, parce qu'il a cette lourde tâche de faire vivre un tas de personnages, le père de Callas, et puis des directeurs d'opéra successifs, Meneghini, Onassis, tout en restant François Grenier. Le journaliste, le jeune journaliste qui voilà. débarque. Quoi. Oui. Mais on le voit, hein, une enfance un petit peu difficile. Hein, Callas, elle dit, chanter finalement est devenu un remède à mon complexe d'infériorité. Oui. C'est devenu d'abord, ça a été en premier un moyen d'exister aux yeux de sa mère. Et puis ensuite, plus tard, d'exister, effectivement, et de recevoir de l'amour qu'elle estimait ne pas avoir. Petit immigré grec à New York, on pense au rêve américain, c'est plutôt un peu le cauchemar. Hein. C'est plutôt le cauchemar, mais le cauchemar, c'est surtout quand elle revient en Grèce à 13 ans avec sa mère et sa sœur. C'est l'abandon l'abandon. Le père reste à Manhattan et elle repart en Grèce. C'est là vraiment que... On va dire que les années très très difficiles vont... Parce qu'elle va travailler énormément, elle va prendre des cours, elle va travailler sans discontinuer. Il y a les cours, bien sûr, c'est la guerre. C'est une période très trouble au sein de la famille de Callas, avec sa mère et sa sœur, avec des choses vraiment très 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 difficiles. C'est une grande pauvreté là-bas. Elles n'ont pas de meubles quand elles arrivent. Lit de salle, leur mère pense qu'elles vont être accueillies à bras ouverts par sa propre mère qui n'a plus d'argent. Et donc ces années-là vont la marquer, les années de la guerre vont la marquer terriblement. Et puis le retour à New York, 8 ans après, où elle va vivre 2 ans avec son père, où elle va prendre ce poids, évidemment. Parce que elle est difficile, hein. Elle refuse certains rôles qui ne lui conviennent pas ou l'adaptation ne lui convient pas. Elle va même finir par chanter dans des restaurants, carrément, hein, à un moment. Alors, on parle de la Grèce, là. Alors, c'est pas qu'elle refuse des rôles, c'est que elle est très jeune, elle est très très jeune. Son premier grand rôle à Athènes, c'est Tosca. À 18 ans, ça n'existe plus maintenant, ce genre de précocité, pour tout un tas de raisons évidentes du reste. Avant ça, elle chante ce qu'elle peut et ce qu'on lui donne, et c'est tout et n'importe quoi. Et oui, elle chante dans des restaurants, elle chante pour l'armée italienne, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà, elle va devenir une star, il va y avoir la concrétisation et tout ça va se passer en Italie. Si vous voulez aboutir à quoi que ce soit dans l'opéra, c'est en Italie que vous devez aller. Impossible! Et pourquoi? Mais il me reproche d'avoir chanté pour les Italiens. Et une fois la guerre terminée, j'irai me précipiter là-bas. Mais bon Dieu, Maria, qu'avez-vous à faire de ce qu'ils disent, hein, de ce qu'ils pensent? Suivez votre chemin! Reine di Verona, l'Italie. Je m'étais trompée, Elvire avait raison. Mon père était tellement fier de moi qu'il a loué une limousine pour me conduire au port. Voilà, j'avais rencontré Tita, l'homme d'affaires distingué, prévenant en toutes choses, affectueux comme l'était mon père. Voulez-vous m'épouser? Si! Donc vous êtes mariés! Oui. Et si j'ai bien suivi, c'est la fin de l'acte 2. Cette fois, nous y sommes. Trop lourd à raconter. Vous êtes entêté. Je suis journaliste. Que croyez-vous qu'il y a de si intéressant à savoir? Un oiseau ne chante que lorsqu'il est heureux. J'avais abandonné Tita, Henri m'avait abandonné, ma voix s'était brisée. Alors je suis devenue l'esclave de 2 boîtes de cachet. Une pour m'endormir, l'autre pour me réveiller. J'ai sorti mes caniches parfois l'après-midi, j'ai joué aux cartes avec ma chambrière et j'avais que de souvenirs. Voilà, pièce en 5 actes, hein, digne d'une grande tragédie grecque. Alors, c'est pas une comédie musicale, ce serait quoi, une tragédie musicale? C'est une tragédie musicale entre parenthèses, parce que on a à peu près
15 minutes grand maximum de chant dans la pièce. Alors, il y a le destin de la chanteuse, il y a le destin de la femme, Oui. qui est vraiment une héroïne romantique, la Calas. Ah oui, on peut le dire comme ça. Oui. Elle va épouser donc le fameux Tita, Tita, qui est, Meneghini. qui est 28 ans plus vieux qu'elle, Exactement, qui est propriétaire d'une briqueterie, qui est féru d'opéra. Il va devenir vraiment son mentor, son impresario. Oui, il devient son impresario, effectivement. C'est un relais du père dans sa vie. Ils s'aiment beaucoup tous les deux, c'est vraiment de l'amour. Mais bon, la différence d'âge est là. Et donc, tout un temps, ça va leur convenir à tous les deux. Et effectivement, c'est le premier impresario d'opéra, ce type. Après, il y a eu Rossini, on en parlera peut-être dans 2 ans, mais qui est vraiment le premier impresario au XIXe siècle. Après Tita Meneghini, il va inventer vraiment le merchandising autour des chanteurs. Il va distribuer des affichettes devant la Scala, à Vérone, faire distribuer. Et ça, on ne le sait plus. Voilà. C'est l'époque aussi de sa transformation physique. Elle va perdre 30 kilos à ce moment-là. Le mariage va durer grosso modo 10 ans. Et puis elle va rencontrer un certain Aristote Onassis. Oui. Sacré coureur de jupons. Ah oui. Alors attention que la prise de poids, les gens l'oublient beaucoup ou l'ignorent. Elle va être au climax de son poids moins d'1 année après ses débuts avec Meneghini. Donc elle va encore grossir. Et au moment là, elle va décider que ça suffit. Il y a une statue de cariatide antique dans le jardin de Meneghini et elle veut devenir cette statue. Et elle va réussir. Voilà. Et puis elle découvrira par la presse son Onassis sur un bateau avec une certaine Jackie Kennedy. C'est après 10 ans de relation. Mais elle va rester amoureuse de lui jusqu'au bout. Oui, mais lui aussi, de toute façon. Et il va revenir par la suite. Ça restera... voilà. On a choisi de ne pas parler de toutes les histoires d'amour de Calas. Il y a eu aussi Di Stefano, le ténor avec qui elle a beaucoup chanté, qui a compté dans sa vie. Et le grand amour de sa vie, je ne sais pas si on balance ou si on laisse les personnes qui vont venir voir la pièce le découvrir, mais c'était quelqu'un d'autre. D'accord, voilà. Parce qu'elle va mourir 2 ans après lui. Voilà. Elle va suivre jusqu'au bout. Carrière assez courte, finalement, la Calas, mine de rien. Mais ce n'est pas si court si on prend en compte qu'elle a débuté à 18 ans. Alors, elle a débuté à 18 ans et ça s'arrête à peu près quand elle a 47 ans, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas si court. C'est un petit peu une légende urbaine parce qu'on oublie la période avant Meneghini. Et donc, ça raccourcit la chose, effectivement. Voilà. Le déclin vocal un petit peu sur la fin. Une voix adulée par certains, la voix du siècle. Critiquée par d'autres qui... à un moment... Moi, les gens qui disent « j'aime pas Calas », c'est comme les gens qui disent « j'aime pas Mozart ». D'accord, voilà. C'est bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tout le monde, c'est une voix reconnaissable immédiatement. Contre tout, quoi. Et oui, tout à fait. Sur scène, tu fais plus que la jouer, tu l'incarnes, jusqu'à son accent. On a essayé de trouver avec Patrick un accent qui ressemblait à rien, puisque l'accent de Calas ressemblait à rien. L'italien était la langue qu'elle parlait le mieux, puisque elle est un peu grecque, elle est un peu américaine, elle est un peu italienne, et elle parlait très bien français du reste, mais la langue à laquelle elle revenait le plus volontiers, c'était l'italien. Donc on a essayé de mélanger tout ça et de voir ce qui sortait. Voilà, et tu dis, le seul héritage dont je me réclame, c'est le feu sacré qui l'a animé et qui l'a consumé même. La Calas, il était une voix. Production de l'atelier Jean Villard, ce sera le mercredi 29 janvier à 20h au Centre culturel de Ciney. On va parler un petit peu moins de Maria et un peu plus d'Anna. Allez hop, c'est ma belle histoire. Alors, je t'appelle Anna depuis le début de l'émission, mais on t'a appelé Anne pendant longtemps. Et oui, malheureusement. Tu dis, j'ai changé de prénom officiellement en septembre 2019 avec ton inscription à la SABAM. Oui, en tant qu'auteur dramatique. Il y aura un premier bébé qui sort le 8 février avec une sortie d'album qui s'appelle La fille qui chantait la nuit, qui est un spectacle de chansons réalistes avec mes compères auvergnats, David et Lionel Molus, qui sont accordéonistes, et Patrick Vasseur, contrebassiste, avec Gabriel Allouin comme producteur et comme metteur en scène. Ça se passe à la ferme du Biro. Et puis un prochain bébé
naissance janvier 2022, qui s'appelle Rossini Enigma, qui sera une coprode Ça, c'était une question qui arrivait un peu plus tard. Et pardon, mais voilà, le changement de prénom, il est là. Il est que depuis des années, on m'appelle Anna en Italie et en France, où je passe beaucoup de temps. Et quand on m'appelle Anna, j'ai envie de répondre. Quand on m'appelle Anne, j'ai eu toujours l'impression qu'on parlait à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, pas des origines grecques comme la Calas, mais plutôt indiennes. Tu grandis dans la région de Verviers, à Stambert. Voilà. Et il y avait un château abandonné à côté de chez toi. C'était ton terrain de jeu. Oui, le château des Moines. Un peu dangereux d'aller jouer dans un château Un en ruine. petit peu dangereux, oui. Surtout quand, le jour de mes 13 ans, j'allais en expédition à la chasse aux fantômes, toujours. Et le jour de mes 13 ans, j'y étais. Et j'ai failli passer par le plancher du premier étage. Et donc, après, j'ai décidé que j'allais me cantonner au rez-de-chaussée et au parc. Mais comme la Calas toujours, tu dis j'étais une gamine en souffrance. Alors, pas du tout pour les mêmes raisons. Tu te dis j'étais une enfant à haut potentiel. Oui. Et d'ailleurs, vous aviez formé une société secrète avec des autres enfants HP. Oui. Ça s'appelait les LES, ils se reconnaîtront, leurs esprits suprêmes. Il fallait 136 de QI Excellent. pour être admis comme à la Mensa. Et ça nous faisait beaucoup plaisir d'avoir un langage commun, en fait. Alors, tu parles de langage commun, quand même, en public, entre vous, vous parliez en alexandrin. Oui. D'Edmond Rostand. Voilà, Fabien Boniver, si tu m'entends, je t'embrasse. On se parlait en alexandrin avec Fabien, qui était le premier ami HP que j'ai rencontré dans mon parcours scolaire. Et alors, on avait pris Cyrano de Bergerac, et puis comme c'était plus suffisant, on avait ajouté l'Aiglon, que je défrichais à l'époque. Et voilà, après, on a arrêté ça, et on s'est regroupés, et on a fait d'autres choses farfelues. Voilà. Tu lisais beaucoup, notamment Colette, t'aimais oui, beaucoup. Ça reste mon auteur préféré. École chez les Jésuites, et alors, mais tu passes ta vie au Conservatoire de Verviers. Oui. Absolument. J'avais beaucoup de cours et c'était mon refuge aussi, l'art déjà à l'époque. Oui. Direction les conservatoires royaux de Bruxelles et de Mons, où je crois que tu fais plus ou moins tous les cours possibles et imaginables. En gros. Mais j'ai fait beaucoup de diplômes parce que j'ai toujours... C'est pour ça aussi le changement de prénom, ça équivaut à accepter qui je suis et pas... Je ne suis pas chanteuse d'opéra, je ne suis pas comédienne, je ne suis pas auteure, je suis une artiste qui a essayé d'avoir un parcours le plus complet possible parce que pour moi, l'art, c'est un tout. Et oui, des artistes comme Calas, comme Rossini, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était des artistes qui embrassaient l'art pas dans une totalité, parce qu'on ne le peut jamais, mais je veux dire, pourquoi se cantonner si on fait plusieurs choses avec bonheur ? On va quand même le signaler, la plus grande distinction pour ton diplôme supérieur d'art lyrique, quand même, madame. Oui. Comme tu n'en avais pas assez, tu vas aller fréquenter un petit peu les cours à Gand, et même un peu à Namur, à l'IMEP. Oui, alors j'ai fait l'Opéra Studio à Gand, j'ai refait un diplôme en 2006 d'enseignement à l'IMEP, parce que j'avais envie, mais pas pour enseigner en réalité. C'est ça qui est très drôle. Et puis j'ai aussi vécu à New York une année en 2008 pour aussi travailler avec des gens là-bas. Et puis j'ai mes bases pour toujours continuer à étudier le chant à Berlin avec Peter Tomek qui était à la Monnaie et avec Gianni Fabrini à Firenze. Évidemment. Tu vas interpréter quand même pas mal de rôles à l'opéra. C'est lequel le plus marquant, s'il y en a un? C'est deux. C'est Lucia di Lammermoor et Traviata. Ce sont les deux rôles que j'ai le plus aimé chanter. Et voilà, j'ai fait un beau spectacle aussi autour de ces deux personnages avec Alain Duhaut à l'Opéra de Liège. Et j'ai un très très beau souvenir de ma collaboration avec Bettina Guise, qui est, je crois, de retour à la Monnaie maintenant, qui avait mis en scène ma première Lucia. Et comme elle est comédienne à la base et pianiste, on avait vraiment fait un travail en profondeur. Et c'est ça que je suis venue rechercher au théâtre, c'est retravailler avec des vrais directeurs d'acteurs et grandir, continuer à grandir.
quelques collaborations baroques aussi, hein, avec des gens qui sont passés par ce bistrot à Vivanoise, ou le Scherzi Musicali de Nicolas Acten, Bien hein, sûr, joueur bien de sûr. théorbe. 2014, tu vas fonder les Trois Sopranos. Et donc jusqu'en 2017, on va dire, tu n'es que, entre guillemets, chanteuse lyrique. Disons que je me cachais parce que j'ai signé des choses en mise en scène autour de mes spectacles. J'ai réécrit des choses. J'ai écrit comme il se doit maintenant le livret de Schauspieldirektor. Quand on le monte dans la langue du pays et puis on l'adapte, ce que j'ai fait. Et je n'ai jamais rien signé. C'était pas un but holistique, c'était juste que je pensais que c'était mieux de le taire. Et puis en 2017, là, c'était marre. Parce que les deux prochains spectacles, tu les as écrits tous les deux. Donc tu as parlé de La fille qui chantait la nuit, Oui. ces chansons réalistes, là tu as écrit. Oui. Et puis 2022, ça c'est ta première écriture pour le théâtre. Oui. Et à ce moment-là, ce sera donc Rossini Enigma. Voilà, avec Patrick Bruhl dans le rôle titre, mise en scène Gabriel Allouin, coprod Atelier Théâtre Jean Villard, Fleur du Bureau, et avec deux compères amis, Nicolas Ossowski et Fabien Finkels. 2022, c'est ça, hein? 2022, janvier 2022. Et d'ici là, il y aura La fille qui chantait la nuit qui va beaucoup tourner. Et il y aura Calas qui part en Avignon cet été. Et puis, qui aura probablement, on l'espère, une longue vie française. Et puis, pourquoi pas, un retour en Belgique. Voilà. La pièce suivante, elle sera sur la pâtisserie. Ah Ça, c'est ton autre grande passion. Eh bien oui, j'aime beaucoup cuisiner à mes heures perdues et des choses sucrées, pas que, mais c'est vrai que j'aime beaucoup travailler le chocolat. Pas confondre le sucre et le sel. Hein. C'est Voilà. arrivé au mois de décembre. Hein. C'est arrivé, oui. Un jour particulier, c'est le 3 février 2014. Et ce jour-là, tu es dans un cimetière à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce jour-là, d'abord, je me réveille à mon hôtel. Je répète avec Alain Duhaut. Et je me réveille à mon hôtel avec une idée fixe, aller me recueillir sur la tombe de Marie Duplessis, la dame aux camélias. J'appelle un ami et je lui dis est-ce que tu veux m'accompagner au cimetière Montmartre? Il me dit oui. Et je lui dis prends-moi en photo devant la tombe, s'il te plaît. Duhaut m'avait dit qu'elle reposait à côté de Jean-Claude Brialy, donc c'était pas compliqué de trouver. Et je m'adosse. Et là, mon ami Rachmi me dit regarde la date. Et on était ce jour-là. Le 3 février. On était le 3 février. Et je me suis dit que c'était peut-être un appel, peut-être un clin d'œil. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Un rendez-vous. Cimetière de Montmartre, hein. La Calas, elle est enterrée aussi à Paris, mais au Père-Lachaise. Voilà. Un grand merci, Anna, d'être Merci. venue dans Babel Café Santé. Je le rappelle, tu seras donc le mercredi 29 janvier à 20h au Centre culturel de Ciné pour La Calas. Il était une voix. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.